tous, bienvenue sur le plateau de Politique Économie. Aujourd'hui, la revue de presse économique internationale avec, devinez qui, Pierre Jovanovic. Bonjour Olivier. Bonjour mon cher Pierre. Bonjour à tous. Alors, nous avons évidemment du biscuit. Avec vous, il y en a toujours. Mais là... Ah ben là, c'est de toute façon... Il est fourré. Attendez, mais il faut suivre l'argent, oui. Les circuits financiers, voilà. Et les circuits financiers, en fait, vous donnent le futur. C'est bien vu, ça. Bah, c'est oui. intéressant. C'est intéressant. C'est pas compliqué, hein. Ça n'a jamais été compliqué. Hein. En route pour le futur avec un circuit financier. Alors... Et là, on le voit, on va y arriver. On va commencer quand même avec un personnage qui... Justement, oui. Justement, les circuits financiers donnent le futur. Qui a inspiré M. Macron, qui, paraît-il, l'a en partie formé. Il s'agit d'Alain Minc, qui maintenant nous annonce la saisie de l'épargne française. Voilà, alors c'est très important, français. Absolument. C'est Alain Minc. Vous savez, Alain Minc, c'est celui qui, en 2008, disait « Oh, il y a une petite crise aux États-Unis, mais c'est une crise honnête, mais ça n'affectera pas. Nous, on ne sera même pas touchés en France. » Ouais, t'as raison. Oui. C'est le type le plus nul en économie qu'on ait jamais eu. Il faut quand même le souligner. Il n'y a pas plus nul, vous êtes sûr ? Si on cherche. Je pense que. Oui. Et alors, justement, Alain Minc, donc, est un homme c'est important d'écouter précieusement les paroles, car elles sont le reflet de ce que veut l'État profond américain. Précisons bien. CIA démocrate, qui contrôle la France. Avantage, depuis la victoire de Trump, il ne se cache plus. C'est ça qui est marrant. Témoin, ces dernières déclarations qui commencent par... Alors, petit 1, un emprunt de guerre forcé auprès des Français. Ce qu'on peut appeler un braquage avec le revolver sur la tempe. C'est un hold-up, littéralement. Oui. Absolument. Non, mais j'aime beaucoup Alain Minc, qui est millionnaire, mais qui veut braquer l'argent des Français. Et des retraités, surtout. Ensuite, 2, épargne forcée ou 4 jours de congés supprimés. Il faut impacter les Français, a-t-il dit. Voilà. Et tout ça, bien entendu, si vous voulez, pour faire la guerre à l'Ukraine. À l'Ukraine. À la Russie, pardon. Ce n'est même pas pour établir les équilibres budgétaires, non. C'est pour faire la guerre en Ukraine. Exactement. Contre la Russie. Mais... Et tout ça pour sauver la France face à la menace que représente Poutine. Voilà. Alors, stop, il nous a donné une information sans la donner. C'est-à-dire, parce qu'il a dit il faut prendre 5 ans, etc. Donc, si les Français refusent, de prêter leur épargne pendant 5 ans, parce que c'est la durée du prêt qu'il veut nous faire faire, eh bien, M. Minc veut nous prendre 4 jours fériés, dont certains sont au hasard des fêtes catholiques. Bon, c'est important de préciser que M. Minc, me semble-t-il, est de la communauté des Lumières. Voilà, des Lumières. Donc, je comprends qu'il veuille supprimer les fêtes catholiques. Alors qu'on pourrait comme d'hab, je dirais. On pourrait supprimer le 1er mai. Oui, par exemple. Le 8 mai. Alors, vous savez quand même, ça c'est quand même un gros paradoxe, c'est que ceux qui célèbrent le 1er mai oublient que c'est le maréchal Pétain qui a voulu que ce fût un jour férié. Exactement. C'est tout à fait extraordinaire. Tout à fait. Alors justement, donc, l'information qu'il nous donne sans la donner, mais il s'est trahi. 2025 plus 5 ans, ça donne 2030. L'année qui colle exactement aux vœux et surtout au timing de Davos. Voilà. Le problème, c'est que Davos, là, il a coulé. Quand Klaus Schwab et ses insectes, là, il a bouffé son chapeau, lui aussi. Voilà. Alors, vous pensez cela ? Vous pensez que, oui, Davos, c'est... Oui, là, ils sont mal. Ils ont pas on y reviendra tout à l'heure avec le nouveau patron. Et alors, moi, j'ai lu, là, par exemple, le média 442, ils ont écrit « En tant qu'homme d'affaires, il a été condamné à 6 millions d'amende pour des manœuvres frauduleuses ayant fait perdre 800 millions d'euros à Carlo de Benedetti qu'il conseillait. » Alors c'est vrai, parce que moi j'avais interviewé Carlo de Benedetti il y a longtemps, mais c'est vrai que Minc avait joué un rôle... il est dans tous les coups pourris. Donc... 6 millions d'Allemandes quand même.
Oui, c'est ce que dit le média en 442. Donc je ne vais pas vérifier, mais je me souviens qu'il y a eu effectivement un sacré bins entre les deux. Vous n'aimeriez pas payer une amende de 6 millions Manifestement, il les avait. Oui, c'est ce que je mais j'ai pas vérifié l'info, mais je pense qu'elle doit être exacte. Alors, doit-on lire les ouvrages de M. Munk, parce qu'il continue à publier des livres les uns après les autres, évidemment, de celui qui a été condamné à 15 000 € d'amende pour plagiat. Voilà, et je crois qu'en fait, il a été condamné aussi à 100 000 € parce que c'est lui qui détient le record des condamnations pour plagiat. Voilà, ça c'est Alain Munk. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'on prend chez les autres et puis on s'attribue, on prend les idées des autres et on les cite même pas. Hein, il veut faire donc un emprunt forcé pour financer la guerre en Ukraine. Et donc, le chantage de M. Alain Munk est amusant. Soit vous lui prêtez votre épargne, soit vous travaillez pour lui 4 jours de plus. Voilà. Et pour ma part, avec 40 ans d'expérience, et vous aussi, avec 70 ans d'expérience dans le domaine économique. Non, 170 mais vous avez ans, connu Marilyn Monroe, vous étiez son amant à l'époque, arrêtez. Vous l'avez déjà dit. Mais oui, vous êtes modeste. Hein, voilà. En fait, c'était le compagnon de Marilyn Monroe, mais il n'a jamais osé en parler. Voilà. Donc si Alain Munk est sorti du bois, aussi brusquement, et clairement, c'est surtout parce que le Deep State américain, donc le Deep State qui est contrôlé par Obama depuis 2008, est en mode panique totale à cause de Trump. Et du coup, il ne respecte plus les habituels niveaux de filtrage. C'est voilà. ça. Oui. C'est intéressant. Voilà. C'est très intéressant. C'est-à-dire, Munk, c'est le représentant. Munk travaille pour les Américains, de la même façon que Attali travaille pour les Américains, et surtout son frère Bernard Attali travaille pour les Américains. Bernard Attali est le responsable, entre autres, de la destruction d'Air France, qui a été continuée par tous les autres. Aujourd'hui, Air France est une compagnie banale qui a perdu tout son statut. C'est quelque chose, puisque vous disiez tout à l'heure que j'étais le compagnon de Marilyn Monroe, et pour la petite histoire, je vais quand même vous informer que mon épouse est une ancienne hôtesse de l'air. Oui, mais je le savais, je le savais. Des années où elle sera ravie d'apprendre que vous l'avez trompée avec Marilyn Monroe. Ville méchant sujet. Bon. Les photos sur la plage de Malibu, c'était vous. Bref, non mais soyez pas modeste. Donc, mine de rien, Alain Munk veut déclencher une révolution puisque, selon lui, si vous avez payé 4 000 € d'impôts en 2025, vous devrez prêter 2 000 à l'État qui le remboursera en 2030 avec un taux minable de 3%. Avec la vraie inflation à 15% par an, c'est l'indice niqué, littéralement, par l'État français et par M. Munk. Monsieur Munk... Mais je ne comprends même pas pourquoi il est encore invité sur les plateaux, mais c'est invraisemblable. Ce type... Enfin bon, passons. J'en parle dans mon... dans votre revue de presse. Voilà. Donc ça, c'est la revue de presse. Alors pardon, ceux qui veulent la retrouver, c'est le 17 mars, donc quotidien.com. Alors allez-y, là, on a refait tout le site. Vous allez voir, c'est splendide. C'est très bien. Voilà. C'est très très bien. C'est très bien. Merci à vous. Non, alors, pour revenir donc à ce phénomène de Munk, ça traduit quand même, comme vous dites, le mode panique. Oui. Aussi bien. À cause de Trump ? Bien sûr, parce que Trump donne un formidable coup de pied dans la fourmilière de l'État profond, mais plus que ça. Beaucoup de gens, c'est l'article que je viens de publier là dans Politique Magazine, beaucoup de gens nous disent « Ah oui, mais libre-échange protectionniste, c'est un problème économique. » C'est pas un problème économique. C'est un problème géopolitique. Ça traduit la remise en cause de l'ordre néolibéral qui s'est mis en place depuis les années 80. Finalement, pourquoi ? Parce que l'Occident, aussi bien les États-Unis que l'Europe, sont en grave difficulté financière et que nous assistons à la montée des BRICS. Non mais attends, permettez-moi juste de revenir sur un point, parce que c'est là-dessus que Trump, si on avait un président qui pouvait faire la même chose que Trump. Trump a dit, je rappelle juste une chose, j'en ai déjà parlé une fois lors d'un bistrot liberté, mais le libéralisme, en fait, c'est un mot qui déguise l'esclavage moderne. Voilà. C'est-à-dire que vous payez des ouvriers au Vietnam, au Cambodge, ou Dieu seul sait où, à 200 € par mois, pour fabriquer des chaussures Nike, Adidas et que sais-je encore. C'est de l'esclavage pur. Oui. C'est ce qui a déclenché, je rappelle, la crise de 2007, entre autres. C'est les délocalisations.
Parce que il y a eu le ministre des Goldman Sachs qui sont devenus ministres, ils ont dit on va signer un accord avec le Mexique, machin. Du coup, les Américains, les industriels américains, ils ont dit tiens, là on paye l'ouvrier, on le paye $2000 par mois. Au Mexique, on le paye 400. Ils ont tous déménagé leur usine. Résultat des courses, vous avez 1 million d'ouvriers qui du jour au lendemain se sont retrouvés sans travail alors qu'ils avaient des emprunts sur le dos pour leur maison. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a déclenché la crise des subprimes et ça a commencé, ça c'est le thème de mon prochain livre, mais c'est très important de comprendre ça. J'en ai déjà parlé. C'est vital. Avec un mouvement et ce sont des truands, général. ces gens sont des truands. C'est pour ça que les riches sont, en l'espace de 20 ans, les riches sont devenus encore plus riches et bien entendu les classes moyennes ont disparu. Tout le monde est descendu d'un cran. Tout le monde. Chaque année, tout le monde descend d'un cran. En Europe et en France, comme aux États-Unis, avec une baisse des salaires manifeste. On voit bien que le pouvoir d'achat, qui est la revendication politique dominante, traduit bien cette faiblesse des rémunérations qui caractérise la mondialisation. Justement, on va montrer un graphique là. On a les salaires de toute l'Europe. Alors c'est très intéressant. On va le montrer. Alors je sais plus ce que j'ai fait du papier, bien entendu, comme d'habitude. Mais tiens, justement, attends, j'en profite pour faire une parenthèse. Il y a notre lecteur. Parce qu'on dit tout le monde descend d'un cran, d'accord ? Il y a encore 10 ans, les meilleures ventes d'automobiles en France, c'était pas Dacia. Aujourd'hui, c'est Dacia. Mais attention, il y a encore autre chose. Donc c'est notre lecteur indiana qui a vu dans l'excellent Automobile Magazine, donc qui n'est pas un magazine économique par définition, c'est vraiment le essai auto, que les Français n'achètent plus que des pneumatiques pas chers. Et ça, c'est un indice tellement fort. Et il nous dit, il tente de faire passer les Français pour des gueux car ils sont accros aux pneus bas de gamme. Pauvres Français idiots et stupides, puisque les pneus chers sont bien entendu meilleurs. Oui, mais, dit-il, les Français n'ont plus les moyens d'acheter des pneus chers. C'est ça qu'il faut voir. Dans pneu, il y a pneuma, c'est-à-dire le souffle. Celui qui permet justement de gonfler un pneu, que ce soit un ballon ou un Goodyear, un Firestone, Michelin, Dunlop, Bridgestone, Toyo, etc. Ou le Bibendum de Michelin. On va voir le tableau de l'Annonciation. Vous avez jamais vu l'archange Gabriel en Bibendum, on va le voir derrière nous. C'est intéressant. Mais c'est quand même absolument incroyable que Michelin, par exemple, perd du terrain parce que les Français cherchent des solutions pour réduire leur budget. Et les pneus dits budget ont vu leur part de marché doubler en 10 ans. Pour atteindre 20% en 2024. À l'inverse, les parts des marques premium a chuté de 63%. Maintenant, ils sont à 50% en 2024. Voilà. Et Michelin vient de liquider ses usines de Cholet. Voilà. Et cela a échappé à beaucoup de monde, mais le plus grand fabricant de pneus en Chine, c'est Zhongzi Robei, 4,5 milliards. Oui, quand même. Distribué dans 10 000 garages dans 120 pays, ça calme. Connu pour ses sous-marques comme Westlake, Chaoyang, Erson. Donc, littéralement, je veux dire, moi, j'ai toujours dit, la vente des pneus, c'est mon deuxième indicateur. Par excellence. Exactement, parce que les gens, une économie qui va bien, les gens se déplacent, le commerce, tout le monde vend, on achète, machin, etc. Et là, on vend plus de pneus, parce que les gens se déplacent moins, parce qu'il y a moins de commerce, etc. Alors, je ne sais pas si vous avez vu aussi. Ça, c'est le papier du 3 mars. Les petites voitures moyennes qui servent pour la classe moyenne. Ces petites voitures moyennes subissent des réglementations européennes sur les normes, sécurité, etc., si bien que ce sont des équipements électroniques qui coûtent très très cher et qui enchérissent le prix de la voiture, si bien que les fabricants annoncent qu'ils ne vont plus fabriquer de petites voitures bon marché. Voilà.
Ils ne peuvent pas, puis ils vont laisser la porte ouverte aux Chinois, puis, parce qu'ils arrivent à faire des voitures extrêmement pas chères. Moi, je dis à nos lecteurs, à nos spectateurs, surveillez une marque qui s'appelle BYD. BYD. Parce qu'ils sortent des modèles, mais absolument invraisemblables. Ils font une publicité incroyable. Et l'Europe a détruit totalement l'industrie européenne de l'automobile. Par sa réglementation. Par sa réglementation. La surenchère. Non, mais par l'obligation d'acheter des voitures électriques. Oui. Attends, justement, pendant que... Tiens, je fais une parenthèse. Faisons une parenthèse. On ouvre encore un tiroir. Alors, regardez bien ce qui se passe en Angleterre. Alors, non mais c'est énorme. Tous ceux qui ont acheté des voitures électriques. Alors, les propriétaires de... alors, en fait, il y a de plus en plus de taxes et d'impôts sur les possesseurs de voitures électriques. Les propriétaires paieront collectivement 22 millions de livres sterling de plus par mois pour utiliser leur voiture en raison de la combinaison de deux facteurs. Introduction de la taxe automobile spéciale véhicule électrique et la hausse du plafond tarifaire de l'énergie décidée, blablabla. Bref, donc en fait, ils sont en train de rajouter tout un tas de taxes. Et ce qui fait que là où les gens pouvaient faire des économies effectivement avec une voiture électrique, mais c'est fini, c'est terminé. Ils n'en font plus. Et plus il y a de voitures électriques en circulation, et plus les taxes augmentent, et ainsi de suite. Et là-dessus, les Anglais sont en avance sur nous. Oui, non mais c'est incroyable. Non mais c'est tout. Par exemple, tiens, je vous donne. Selon les nouvelles règles fiscales du gouvernement conservateur, blabla, anglais, et désormais appliquées par les travaillistes, les voitures électriques ne sont plus exonérées de la taxe VOD. Alors, en plus de payer une taxe showroom de 10 € à l'achat, ainsi qu'un tarif annuel de 200 livres. Les véhicules électriques dont le prix dépasse 40 000 livres sont également soumis à une surtaxe pour des voitures onéreuses. Oui, donc là, ils se prennent 6 taxes sur la figure. Et sans parler des taxes de déplacement. Oui, bien sûr. Pour revenir en France. Les mecs qui sont achetés des voitures électriques, ils vont se retrouver coincés. Alors, je me suis amusé à regarder, Pierre, à recenser les voitures électriques dans mon village. Oui. Au fin fond de la France. Oui. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas ? Bah oui, mais il n'y en a pas. Mais non, mais de toute façon, tous les gens qui ont des... bon, si vous habitez un pavillon et que vous pouvez installer un chargeur, ok, très bien. Mais les gens en ville, laissent tomber. Je veux dire. Et puis, de toute façon, tous ceux qui ont des voitures électriques, ils ont l'angoisse de la distance et du trajet. Ah oui, ils en ça, veulent pas. Ça, c'est typique. Un vrai problème. Voilà. Alors, on referme le tiroir électrique. On referme le tiroir et j'aimerais qu'on ouvre un gros tiroir. C'est même un tiroir-caisse. Oui, c'est bien vu. C'est celui... C'est un tiroir-caisse. C'est quoi ? C'est la Banque Centrale Européenne ? C'est lequel vous voulez ? C'est ça, exactement. Voilà. Alors, la Banque Centrale Européenne. L'Union des banques suisses. L'Union des banques suisses menace, faute de liquidités, les liquidités qui sont remises par les banques commerciales auprès de se délocaliser. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que le gouvernement fédéral demande à UBS, qui, je vous rappelle que 2 banques mortes qui ont fusionné ne font pas une banque en pleine santé. Voilà. Et comme les Suisses veulent remonter leur niveau de réserve, etc., et comme ils ne l'ont pas, évidemment. Donc, ils ont menacé le gouvernement suisse de quitter l'Helvétie pour aller, je ne sais plus où, à Dubaï, non ? Quelque part. Ou à un émirat quelconque, ou à Londres, enfin bon, peu importe. Donc, les Suisses, j'allais dire, quittent le navire. Oui, la Suisse est une puissance maritime ? Absolument, sur le lac de Genève, bien entendu. Non, je vais vous dire, ils ont pris l'Helvétie pour des lanternes. Bien joué, pas mal. J'ai pas pu résister. Oui, absolument. Je demande pardon aux téléspectateurs. Elle est jolie, elle est jolie. Revenons aux banques, parce que c'est un vrai problème. Bon. Justement, on parle de la Banque de France. BCE, Banque de France. Voilà. Monsieur, le gouverneur de la Banque de France, là, il y a grosso modo 3 semaines, il arrive à la télé et il nous dit on a besoin de 300 milliards. En fait, il veut les donner à l'Ukraine. Et on va y venir. C'est la même chose. Parce que c'est toujours la même chose. On va voir des photos derrière nous. Et là, parallèlement, la Banque de France reconnaît une perte de 7,7 milliards. C'est génial. Une banque centrale qui perd 7, et encore dites-vous... Il manque un 7. Ça aurait pu faire un joli 777. Voilà. Et encore dites-vous, je crois, qu'elle avait des provisions qu'elle a utilisées pour compenser une partie de sa dette, mais ça n'a pas suffi, n'est-ce pas ? C'est bien cela.
Oui, mais le professeur Chevalier dit de toute façon qu'ils sont en train de truander ils ont maquillé leur bilan comme une mobilette volée, comme un scooter volé, pardon. On se met à jour. Vous êtes dans les années 60. Voilà. Et tiens, il y a Jacqueline Moureau. Alors, moi j'aime beaucoup Jacqueline Moureau parce que c'est Madame Algorithme Facebook. C'est elle qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes avec son fameux message et qui a obligé par la suite, qui est devenu viral, c'est-à-dire 1 million de vues, et qui a obligé Facebook à changer son algorithme pour que plus jamais un message soit viral à ce niveau-là. Et donc Jacqueline Moureau, elle a réagi aux déclarations de M. Villeroy de Gallo, qui affirme la semaine passée que nous ne pourrons plus tout payer. Lui, il est payé 32 000 euros par mois, mais bon, ça c'est autre chose. Et qu'il n'est pas du tout concerné par les difficultés des Français qui ont de plus en plus de mal à finir le mois, sachant que même les cadres sont désormais touchés. Bah oui. Autre chose, le bilan de la BCE, parce que la perte aurait été beaucoup. Voilà. Elles ont été sauvées par l'augmentation massive du cours de l'or. Oui. Moi, tous les spectateurs qui nous ont suivis, qui suivent notre presse depuis toutes ces années, qui ont acheté de l'or, là, j'étais en dédicace, ils m'ont tous remercié. Oui. Vraiment. Oui. Ils étaient super contents. Nous allons parler de l'or tout à l'heure, mais. Alors, mais à nouveau, je le redis, c'est pas l'or qui monte, c'est le pouvoir d'achat du billet de banque qui descend. Voilà. Et particulièrement du dollar, qui baisse. Également. Donc ça date du 24 mars, donc c'est l'annonciation, par définition. Et alors figurez-vous qu'à la même période, la Deutsche Bank, Bundesbank, là, c'est la banque centrale. La banque centrale allemande, elle a reconnu avoir perdu 21 milliards. Quasiment 22. C'est quand même énorme, ça. Considérable. Alors, à quoi peut-on attribuer cette perte ? Voilà, on va voir. Non, mais c'est un score. C'est un score complètement dingue. Et le gouverneur allemand, Joachim Nagel, dit les pertes seront encore plus importantes cette année. Bon, ça va. Bon, ça va. Oh, on a eu peur. Oui, mais... j'ai eu peur. Cette année, on a perdu 21 milliards. Oh, l'année prochaine, ça va être pire. Ça sera 200. Oui. Et ces mecs-là sont des gouverneurs de banque centrale. Alors, ils n'ont plus d'or. C'est ça leur problème. Parce que la Banque centrale de Turquie, par exemple. Oui. Vous savez que je fais souvent des reportages en Turquie parce que c'est un vrai laboratoire pour nous. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et aujourd'hui, la Banque centrale de Turquie, elle a remporté la mise avec la hausse de l'or. Parce qu'ils ont cessé d'acheter des lingots pour renforcer leur monnaie. Et aujourd'hui, leur valeur en lingots d'or est plus importante que leur devise. Ah oui, c'est... Voilà. Et donc, alors, pour revenir à la Bundesbank, c'est aussi parce que les banques allemandes ne sont pas en situation très favorable non plus. Deutsche Bank, sur quotidien.com, à droite, sur la colonne de droite, j'ai mis les chiffres à jour. Je les ai mis à jour à 2025. Et vous allez voir leur cours de 2007 et leur cours de 2025, cours de l'action, bien entendu. Bien sûr. Et vous allez voir que beaucoup d'entre elles n'ont pas réussi à remonter. Non. Certaines sont à 10%, voire à 20% maximum de ce qu'elles étaient en 2007. Et alors, est-ce que dans ces conditions, est-ce qu'elles vont pouvoir baisser les taux ? Est-ce que la BCE va pouvoir baisser les taux ? Elle est obligée. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure on disait que nous, ce qu'on dit ici, en fait, tout ce qu'on dit ici se passe dans 6 mois, grosso modo. C'est l'idée. Et donc. Seriez-vous prophète en votre pays, mon cher ? Voilà. Et donc l'article que je viens de vous lire, eh bien, c'est notre ami le professeur Chevalier. Et donc il a parcouru le bilan. Donc publié officiellement, il est arrivé à la conclusion que... J'ai maquillé. Oui, c'est comme un arbre de Noël, vous savez, avec toutes les guirlandes qui... c'est ça. Voilà. La BCE a perdu 20 milliards d'euros la semaine dernière, donc pas... et son capital n'est plus que de 64 milliards. Et la Banque de France, et ainsi de suite. Donc ça, c'est du 10 mars, et vous allez voir qu'il explique qu'en fait, tous ces gens perdent des milliards à cause de toute leur planche à billets, de toute leur mascarade, qui dure depuis 2007. Ben voilà. Je rappelle. Bien sûr. On remonte toujours à 2007-2008. Oui. Voilà. On n'a pas éliminé les causes de la crise de 2007. Non, justement, elle est toujours là. Elle est sous-jacente. C'est comme Tchernobyl. Oui. C'est comme Tchernobyl. C'est toujours là. Oui. Et puis on a les fumées qui continuent. C'est pas comme les radiations se sont arrêtées à nos frontières, comme dirait Mink.
Voilà. Et donc, et Chevalier nous rappelle que la Fed, elle aussi, elle a perdu 250 milliards de dollars. Ouais, bon. ouais. Bon, cela dit, ça ne va pas changer grand-chose pour nos spectateurs, mais je peux vous dire qu'au terme de l'inflation, si, ça va changer. Parce que tout ça, en fait, ça crée l'inflation, tout simplement. Ça veut dire qu'il n'y aura... Aujourd'hui, ils nous disent l'inflation, c'est 3. Mais attends, moi, je fais des courses comme tout le monde. Oui. Attends, mais quel foutage c'est très net dans l'alimentaire. C'est très, très effrayant, net. effrayant. Remonter des prix dans l'alimentaire, c'est très, très net. Incroyable. Très net. Voilà. Donc, alors, pour en venir... À l'Ukraine. À l'Ukraine. Enfin, pas à l'Ukraine. Et aux banques. Non, aux retraites, à tout, au compte bancaire de nos spectateurs. Regardez, ça, c'est ce qui est vraiment sorti de ce que j'appelle la vue du 14 juillet. Voilà. Banque Ukraine. Banque Ukraine. Alors, les banques veulent financer le plan européen Rearm Europe. Bon, 800 milliards. Ça, c'est les Allemands qui veulent... Oui, les Allemands vont... Enfin, c'est Madame von der Leyen, c'est quand même l'Union européenne. Non, mais attends. On a mieux que ça, regardez. On a mieux que ça. On a mieux que ça. Tiens, j'arrache le papier. Regardez. Ouais. Tac. Ça date du 10 mars. Regardez. Le Crédit Mutuel. Oui, j'ai vu ça. Il y a plein de nos spectateurs qui ont leur compte au Crédit Mutuel. Hein. Le Crédit Mutuel qui vous raconte que la banque est possédée par ses clients. C'est ça, elle est possédée au sens, au sens démoniaque, au sens l'exorciste. Non mais lui, mais vous avez vu comment ça s'appelle ? Lévitation, oui, en train de cracher. It's the power. Holy water. It's the power of Christ that compels you. Comment s'appelle le directeur du Crédit Mutuel ? Oui, mais justement. Il s'appelle Daniel Ball. Oui, exactement. Tu peux pas inventer un truc pareil. Incroyable, Ball avec deux ça. Avec deux, exactement. C'est comme à Chypre, avant l'explosion du système bancaire chypriote, le gouverneur de la Banque centrale s'appelait Monsieur Panikos. Tu peux pas inventer. Ça s'invente pas. Le gouverneur de la Banque de France pendant la crise bancaire, il s'appelait Monsieur Noyer. Oui, en effet, oui, bien sûr. Tout à fait. Enfin, bon, bref. Le Crédit Mutuel va se battre en Ukraine avec les assurances vie. Oui, parce que Mme von der Leyen a demandé un financement de 800 milliards d'euros pour soutenir les nazis ukrainiens. À 200 milliards, on a échappé au trilliard. Voilà, rien que ça. Mais Bruxelles a compris que là, ça risquerait de braquer les citoyens, d'autant qu'il faut en convaincre 500 millions. Son plan, intitulé Rearm Europe, n'est ni plus ni moins que la préparation financière à la guerre avec la Russie. Non, mais... Et attends, et voilà, c'est là où ça devient intéressant. C'est l'un de nos lecteurs qui nous a envoyé cette coupure de presse, et c'est paru dans la presse régionale, dans lequel le président du Crédit Mutuel, alors ça c'est pour le montage, c'est du 10 mars, c'est au 10 mars, le Crédit Mutuel va se battre en Ukraine. Voilà, il y a la photo. Il dit qu'il va prendre les assurances vie des clients et le mettre à disposition des besoins de Mme von der Leyen pour faire la guerre à la Russie. Mais excuse-moi, mais pour une assurance vie, là, c'est une assurance guerre, quoi. C'est une assurance mort. Parce qu'on va se prendre... Mais c'est des fous, ils sont fous. Monsieur Ball, vous êtes complètement cinglé. Vous êtes fous, alliés. Mais surtout, vous êtes des vendus. Est-ce qu'une déclaration... Aux nazis. C'est des nazis. Ça y est, nous avons la sainte colère. Non, mais excuse-moi, mais c'est... Je me pose quand même la question, est-ce qu'ils ont vraiment les moyens de s'emparer des assurances vie ? Bah, attends, je veux dire, attends. Olivier, milliards, vous êtes PDG de la Pichon National Bank, d'accord ? Et vous avez 20 milliards en assurance vie, parce que tous les mois, les gens cotisent. Ouais. Et vous pouvez très bien dire, je prête ces 20 milliards à Mme von der Leyen. Oui. Est-ce que vos clients vont le voir ? Non. Oui, mais à condition qu'il y ait quand même un retour en termes d'intérêt, en termes de portefeuille. Oui, à 3% avec une inflation à 15, ça fait un taux négatif à 12. C'est indice niqué. On revient toujours au même indice.
Hein, le fameux indice japonais. Alors, vous faites une comparaison, c'est le docteur Folamour, quoi, en fait. Mais oui, mais c'est ça, mais ils sont malades. Ouais. On est dans Docteur Folamour, hein, et surtout Madame von der Leyen, hein, là, c'est von der Dingo, hein, c'est Verrückt, Madame von Verrückt. Verrückt en allemand, ça veut dire fou. Ouais. J'ai fait allemand en première langue. Ouais. Ah, c'est bien. Oui, vous savez, on attend le verbe à la fin, vous savez, quand la phrase fait 1 kilomètre. On attend, c'est la même chose. C'est ça. Bref, et donc France Info nous dit, parmi les pistes pour augmenter les budgets de la défense européenne, j'adore l'idée, ça c'est, ils testent, hein, l'idée de puiser dans l'épargne des Français. Mes chers spectateurs, votre épargne va partir chez les bandéristes ukrainiens. C'est pas beau, ça? Votre argent m'intéresse. Oui, c'est vous savez, avec le brassard. Oui. Hein, je vois. Voilà. Non, mais c'est incroyable. Alors, vous avez saisi l'ironie et surtout le cynisme de ces gens. Prendre l'argent des assurances-vie pour financer la mort des Russes. Déjà, c'est... Oui. Sans compter que, quand même, il me semble que nous sommes dans un contexte il pourrait répliquer. Oui, et puis nous sommes dans un contexte où, théoriquement, on va vers une signature de la paix. Bah, absolument. On aura vraiment tout vu. Qui veut faire la guerre, alors? Voilà, dans cette revue de même niveau que ce cannibale américain... Tiens, écoute, non, parce que ça, c'est drôle, je fais une parenthèse, mais c'est du même niveau. Il y a ce cannibale américain, c'est un serial killer. Oui. Donc, il était en prison. Et il était en prison. Oui. Et le cannibale s'est mis en grève de la faim. parce que les gardiens lui ont saisi sa PlayStation. Bon, pardon, je referme la parenthèse. Mais c'est la même chose. Ouais. C'est des serial killers. Bruxelles est devenu un serial killer. Et un serial voleur. Parce qu'ils veulent voler l'épargne des Français. L'assurance vie des Français. Oui. Et M. Ball, alors, tout de suite, au premier rang, M. Ball, oui, tout de suite, je soutiens, je vais donner l'argent de mes clients. Enfoirés. Alors, voilà, qui nous fasse un procès, tiens. Oui. Mise en cause du Crédit Mutuel, mais aussi... Oui. La Société Générale, c'est pas mal non plus. Vous avez des choses à nous dire sur la Société Générale. Ah mais tout à fait, mais juste une chose, parce que je dis à nos lecteurs, transformez votre épargne en pièces d'or, en lingots d'or, en pièces d'argent même. Oui, mais l'argent... Parce que là, ils ne pourront pas se servir. Oui. Ils ne pourront pas envoyer votre épargne en Ukraine. Voilà. Ça, évidemment, ça. C'est ça l'idée. Oui, mais attention, pas l'or papier, hein. Tiens, justement, Laurent Ozon est revenu là-dessus. Bah, surtout pas. Hein. Oui. Laurent Ozon, qu'on salue, ils ne veulent pas spécialement faire la guerre. Ils font traîner le massacre pour mettre la main sur l'épargne de la population française. Voilà la réalité. Oui. Voilà, c'est la technique du voleur chinois. Hein, voilà. Sauf que là, c'est un voleur ukrainien. Déplacement progressif. C'est ça. Et lent de l'objet à dérober. Voilà. Et alors là, regardez. Et ça, c'est la preuve de tout ce qu'on vient de vous dire. Alors, je vous lis les titres. Lisez, mon cher. Lisons. Alors, par exemple, en Belgique, alors, on a vu ça. Oh, c'est extraordinaire. Vous l'avez vu? Ah oui, c'est incroyable. Allez-y, Pierre. Alors, on a la photo. Alors, ça date pour le montage au 17 mars. Les va-t-en-guerre belges veulent le stock d'or de la banque centrale belge. Les 227 tonnes ayant une valeur d'environ 20 milliards d'euros. Hein, donc, selon le journal L'Écho, vendre une partie de ce trésor serait l'une des pistes. Oui, l'une des pistes. Toujours, c'est l'une des pistes. Oui, bien sûr. On teste. On teste. L'une des pistes du gouvernement fédéral pour trouver les 17 milliards d'euros nécessaires pour financer l'augmentation des moyens pour la défense. Et alors là, j'espère que les monarques belges, hein, je pense notamment à Laurent de Belgique, j'espère qu'ils vont monter au créneau pour empêcher ce vol global non, mais c'est incroyable, quoi. Et voilà, il y a une photo, c'est saisi hors Belgique, voilà, c'est donc du 17 au 21 mars. Alors tiens, écoute, parce qu'un truc qui m'a échappé pour mon livre 666, hein, sur l'histoire de vol d'or. Oui. Par le passé, l'État belge avait déjà vendu l'or au début des années 90, à l'époque de Jean-Luc Daen, pour réduire l'endettement et faciliter l'entrée de l'euro. Et en 2005, devinez sur qui? Un enfoiré de première, hein, lui. Guy Verhofstadt. Oui, pour combler le déficit. Oui, bien sûr.
Ah ben, c'est ce En même temps que Sarkozy a fait la même chose. et l'anglais, le Premier ministre anglais, je sais jamais, Blair, je et crois, nous c'est sommes Blair. toujours en déficit. En fait, ils ont vendu l'or du peuple Oui. sans l'en informer. Oui, bien sûr. Ce sont des voleurs. Et sont toujours en déficit. Oui, exactement, ça n'a rien changé. Ils sont même pire en déficit. Oui. Parce que quand Sarkozy a vendu l'or des Français, c'était pour sauver le déficit. Oui. À quoi ça a servi? Non, rien. Alors, il y a une banque belge qui est intéressante, c'est la banque Belfius, là. Belfius. Ah bah tiens, donne l'info. Attends, Alors, je vais enlever ça parce qu'il reste encore des trucs là. Ce sont des lecteurs belges qui vous ont envoyé cet article incroyable Oui. de leur agence de presse qui a révélé que le gouvernement du plat pays a demandé à la banque Belfius la quasi-totalité des bénéfices de Belfius pour financer la défense. Et donc, la même chose en France. Ils vont demander les bénéfices de la BNP, de Crédit Agricole, Non, s'ils mais en ont. c'est énorme. Oui, mais en plus, comme leur bilan est bidonné, donc quand il va falloir sortir l'argent, ils vont... Donc le gouvernement souhaite que Belfius verse au total près d'1 milliard d'euros de dividendes de l'État pour renforcer les budgets de la défense. Oui, C'est tout ça les pour Échos. que ça parte en Ukraine, chez les nazis. Ouais. Chez les bandéristes. Ouais. Non, mais c'est dingue. Alors, attends, il y en a encore un autre. Attends. La taxe... alors, en Angleterre, à force de donner des milliards chaque mois aux bandéristes ukrainiens depuis 3 ans, Londres a trouvé la solution pour les récupérer, sachant que la situation anglaise est dans la même situation, la même que la France. Donc, la décision a été prise. Écoutez bien, mon cher Olivier. On écoute, on s'accroche. Accrochez-vous. Taxer les retraités, soit voilà. 700 000 personnes, Oui. dont les retraites sont déjà faibles. Et ce sont les retraites les plus faibles par rapport à nous, quoi. Notre lecteur Philippe nous dit « Retraité désormais imposable sur une pension déjà misérable. L'État gratte le fond de la corbeille, c'est la faillite déguisée. » Et la presse anglaise, bien entendu, est vent debout. Près de 3/4 de millions de retraités supplémentaires pourraient être contraints de payer l'impôt sur le... Voilà, alors qu'ils ne gagnent rien. Alors qu'ils ne gagnent rien. Voilà. Oui. Ça, c'est du 30 mars. Voilà. Donc, voilà. Ils sont en train de faire les fonds de tiroir, tout ça, pour... voilà. Et je l'ai donné, ça? Oui. Ah ben tiens, non. Ah, regardez. Ah. Du 14 avril. Les Français qui se contentent de BFM ou de France 2, Oui. pour être informés, sont vraiment à la ramasse. Du jamais vu depuis 20 ans pour un mois de février, puisque les épargnants ont déposé 6 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont retiré sur leur contrat d'assurance vie, selon les données publiées. Oui. Bref. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire C'est que... l'épargne de précaution. Oui, Parce c'est que une les épargne gens- de... Exactement. Les gens ont peur. Exactement. Ils ont Les peur. gens ont peur. Mais si c'est pour Et qu'on puis, leur pique c'est à la que fin- des bruits de guerre, c'est que des bruits de bottes. Oui. Donc quand il y a le bruit de bottes repris par oui. tous les médias, et Macron lui-même. Oui. Oh, Tiens, j'ai un article, lisez bien parce que ça, là, les mecs à l'Élysée, ils ont pété un plomb sur cet article. C'est comme Pierre Laval, Comparaison. Emmanuel Macron collabore avec les nazis. Voilà. Parce que, il y a de ça. Voilà. Ça date du 10 mars. Et il nous menace mais d'une c'est honteux. invasion. C'est honteux. Alors, j'ai fait un article qui s'appelle « Les Cosaques aux Champs-Élysées ». Oui. Non, les Cosaques au Champ de Mars, pardon. Au Champ de Mars, oui, bistrot. Ben oui, on l'avait dit la dernière fois. Ouais. Mais est-ce que... Enfin, franchement, ce va-t-en-guerre, c'est sa dernière carte, en fait. Mais non, mais vous savez, il a un côté quand même un peu... un peu efféminé, quoi. Enfin, bon, passons. Je jouais au gros bras, au général Michael Jackson, pas le chanteur. Non. On va voir la photo derrière. Il monte ses muscles. Le Sir Michael Jackson, ou Rolf Steiner, la guerre du Biafra, ou Massu, ou Bijard. Voilà. C'était un de mes premiers interviews, tiens, Bijard, en tant que jeune journaliste. Oui, je l'ai rencontré. Et, étonnant personnage. Oui. Bref, ça, c'est des mecs bourrus, je veux dire, comme Tauzin, tu vois, Didier Tauzin était toujours là avec le menton. Tous ces généraux, je veux dire, bon, c'est des mecs qui ont rampé dans la boue, je veux dire, ils se sont entraînés, ils ont vraiment fait la guerre, voilà. Mais Macron, il n'a jamais fait la guerre. Il n'a même pas fait son service militaire. Non. Et Enfin, bon, on va pas revenir Alors, là-dessus. Pierre. Vite fait, regardez. Ça, c'était le 3 mars. Le député européen allemand Friedrich Merz, CDU, a déclaré, un peu comme Sandrine Rousseau en France, que 4 milliards d'euros dorment sur les comptes des Allemands. Écoutez bien, chers spectateurs, écoutez bien. Et qu'il suffit de prendre 10% à condition de trouver les bons outils.
Je n'invente rien. Les bons outils. Les bons outils. Pour voler. C'est quoi un outil? C'est pour voler. C'est les textes législatifs qui permettent à l'État de puiser sur votre compte bancaire. Mais ils vont venir en France, c'est ce qu'ils veulent. Non, les bons outils, moi je pensais que c'était... Ça, c'est le 3 mars. Voilà, quotidien.com, allez-y. Vous avez archives, donc vous cliquez sur mois de mars, vous allez le retrouver. Voilà. Alors, je voudrais que vous nous parliez quand même de la Société Générale, que vous aimez tant, parce que elle a été rejointe par M. Kohler, secrétaire général de l'Élysée. Qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette galère? Je pense que l'Élysée, je pense que M. Macron, parce que n'oubliez pas, Emmanuel Macron est quand même un banquier. Oui. D'accord? Donc, c'est normal qu'il suive la revue de presse, machin, etc. On est dans son domaine. C'est un banquier. Je veux dire, il serait cordonnier ou entraîneur de natation, un maître nageur, il regarderait des informations de piscine. Voilà. Mais on est dans son domaine. C'est la banque. Et il se trouve que la position de M. Kohler était plus tenable pour X raisons, parce qu'il y a des juges, machin, qui veulent... Et donc, il est vital de l'exfiltrer et de lui donner un poste digne de son nom, à M. Kohler, et en l'occurrence, à la Société Générale. Sauf qu'à la Société Générale, il y a déjà monsieur... comment il s'appelle déjà c'est un Polonais. Krupa, voilà. Monsieur Krupa, et que Monsieur Krupa ne va pas se laisser faire, par définition. Donc là, il y aura un combat des chefs au sommet de la Société Générale, et Monsieur Krupa vient de se féliciter, il s'est auto-félicité. Moi aussi, je me fais auto-féliciter, regardez. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on fait. Les bénéfices, voilà, c'est ça. Très bien. Voilà, ça c'est auto-félicitation. D'accord. Il a dit, il a explosé les bénéfices de la Société Générale. Donc, ils ont publié, là, récemment. Sauf qu'ils ont oublié qu'ils ont tout vendu. C'est ça. Ils ont tout vendu. Voilà. Et le mec, mais quelle hypocrisie, mais quel mensonge. Tous les bijoux de famille. Tous les bijoux de famille. Ils ont tout vendu. Et pendant ce temps-là, vous avez vu l'info là de leurs stagiaires, parce qu'en plus, ils ont des gens qui ne payent pas. Ils prennent des alternants. Des alternants, j'altère. Qui ont piqué dans la caisse 65 000 euros. Vous l'avez? Oui, je l'ai. Je l'ai aussi. Allez-y. Un jeune étudiant en deuxième année de master école de commerce, en poste dans l'agence Boulevard Haussmann. École de commerce, c'est école de vol, ouais. Avait accès au compte client et a détourné avec des complices près de 65 000 euros. Et alors, ils se sont achetés des sacs Hermès. C'est vraiment des blaireaux en plus, les mecs, je te jure. Incroyable. C'est quand même incroyable. Le plus fou, que lors de la perquisition, les policiers ont découvert qu'avec cet argent, ils n'ont fait qu'acheter des sacs à main. Des sacs à main. Bon. Attends, Société Générale, comment vous pouvez donner le contrôle des comptes clients à des alternants, à des stagiaires? Mais vous êtes dingue! Mais en fait, c'est pour pas les payer, parce qu'ils font des économies de salaire. C'est aussi simple que ça. Évidemment. Voilà. Et ça, c'est les économies à 2 balles de M. Krupa. Voilà. Société Générale, quittez cette banque. Voilà. C'est une bande de nazes. Oui. Alors, sur les banques, est-ce qu'on a encore... la Banque Postale aussi, que vous aimez bien. La Banque Postale facture les comptes inactifs. Attends, mais le Crédit Agricole... on a juste avant eux. Le Crédit Agricole... Attends, maintenant, il facture 6 euros... Oui, les DAB. Vous l'avez, l'info? Oui, retrait de 6 euros pour les DAB, dans les DAB. Là, c'est au bonheur des DAB. C'est plus le bonheur des DAB. 6 euros, c'est... Et tu prends 50 euros, non mais attends, tu te prends 6 euros, tu te rends compte? 6 euros, oui. Invraisemblable, quelle bande de voleurs. Et ils sont en train de supprimer... attends, j'avais une info. Ah oui, tiens, la Banque Postale. Oui, la Banque Postale, bon... Alors ça, c'est notre lectrice Anne-Sophie qu'on salue. Elle a reçu ce message de son application Banque Postale. Oui, j'ai vu. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, la Banque Postale contrôle ce qu'elle a acheté. Voilà. Elle doit se justifier. Voilà. Donc c'est pas une banque. Elle dit c'est pas une banque, c'est un test de patience en 10 actes. Tu déposes 200 balles, ils veulent ton arbre généalogique, ton ADN, ton acte, ton fric. Il part en retraite anticipée, bloqué comme un vieux fax. Pendant que toi, tu attends sans info, sans accès, comme un mail sans inbox. Voilà, la Banque Postale, c'est la plus pourrie des banques. Voilà, c'est même pas une banque, c'est une banque d'État, je rappelle. Oui. Voilà. Et alors, attends, il y a quelque chose d'autre. La Banque Postale facture... alors maintenant, c'est encore mieux. La Banque Postale facture les comptes inactifs 15 euros. Oui. Mais pourquoi ?
Parce que si par exemple des gens sont hospitalisés, des vieux, machin, etc., inactifs, ça leur donne déjà, ils peuvent braquer le compte carrément. Voilà. Bon. Et alors attends, j'avais un autre truc sur la banque postale, mais je sais plus j'en ai connu. Oui, c'est pas grave. Alors, voilà. voulez-vous que nous passions à une autre rubrique qui est l'or quand même? Parce que je sais qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais ça continue. On a dépassé les 3500. Moi, je remercie tous les lecteurs, tous nos spectateurs qui nous ont suivis. Voilà. Et je dis simplement la chose suivante. D'abord, suivez tous les lundis quotidien.com, déjà, la revue de presse. Oui. Parce que si tous les gouverneurs de banques centrales, j'ai déjà dit 1000 fois, ils ne sont pas plus idiots que nous, ils sont même plus intelligents que nous, c'est Bac plus 20. Ah bon? Ça existe? Ils ont à leur disposition, oui, ça existe, ça existe absolument. Ils ont à leur disposition les services secrets, ils ont à leur disposition les ministères. Les data. Voilà, ils ont l'info. Voilà. Et si toutes les banques centrales achètent dans le monde, achètent de l'or en permanence tous les mois, c'est qu'il y a une raison. En fait, il y a un retour au standard or. Donc je vous dis, vous faites ce que vous voulez, il y a un retour au standard argent, mettez-vous dans le starting block. Voilà. Et ils ne pourront pas vous le saisir. Et surtout, n'achetez pas, comme à la banque Rothschild, des ETF. Tiens, justement, attends, j'ai un truc sur la banque Rothschild. Alors franchement, moi qui avais une haute opinion de la banque Rothschild, là, c'est râpé. Bon, alors vous l'avez vu le truc? Oui, j'ai vu, je l'ai là. De notre lecteur Vincent, je me permets de vous envoyer voilà, il m'a envoyé un fichier. Alors, avec un placement qui a été effectué auprès du CIC. Donc on salue le CIC. Lequel a confié l'argent au groupe Rothschild. Qui lui-même l'a placé, c'est AG2R. La mondiale, qui sont des bandes de branquignoles. Plus nul que AG2R, il y a la banque postale, quoi. Ah, d'accord, d'accord. Et alors, son frère, c'est un placement qui avait été réalisé par son frère. Exactement. Et alors, il a une vraie enquête policière. Oui, oui. Il est mort, le malheureux. Oui. Et pour récupérer les fonds... Il est décédé en août 2024 et depuis cette date, c'est une galère pour récupérer le placement afin de nous aider à payer les droits de succession. Voilà. Non mais en plus, moi j'ai regardé les trucs quoi. Des mémoires AG2R, la mondiale, c'est l'arnaqueur, le voleur qui n'avait pas voulu payer pour un papy de 90 ans, qui avait cotisé pendant 30 ans. Pour son invalidité, si jamais un jour il ne pouvait plus marcher. Oui, ce qu'on appelle l'assurance. Je l'avais donné dans une revue de presse avec Dieudonné, justement. Ouais. Voilà. C'est l'assurance dépendance. C'est ça, exactement. Quant à la banque Rothschild France, ce sont devenus de tels feignants qu'ils ne se donnent même plus la peine d'avoir leurs propres fonds. Oui, bien sûr. La banque Rothschild, de mémoire, mais je crois que c'est dans mon prochain livre, je crois qu'ils sont tellement feignants qu'ils ont pris l'argent de leurs clients, ils l'ont donné à Madoff. Pour le gérer. Ça reste à vérifier, mais je crois que c'est de mémoire, c'est ça. Certainement pas la totalité, mais une partie. Non, une partie. Ouais. Non, une partie, je ne sais plus qu'ils ont dû mettre 2 ou 20 millions, je ne sais plus. Voilà. Alors, donc ici, on a le cas typique où le CIC prend sa commission, suivi par la Rothschild qui prend sa commission, puis par la AG2R qui prend sa commission. Ouais. Après quoi, il ne reste plus rien aux crétins de clients, sauf des miettes. Voilà, chers spectateurs, comment ils placent votre argent. C'est pour ça que je vous dis, ne leur faites pas confiance. Or, argent. Pièces d'or, pièces d'argent, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Regardez le rouble. Alors, justement, le rouble. Parlons-en du rouble. Parlons-en. Monsieur le maire nous a dit nous allons mettre à genoux l'économie russe. Je vais mettre... que se passe-t-il? Eh bien, le rouble est en pleine ascension. C'est quand même incroyable, ça. Alors, le cours du rouble a pris 38%. Oui. C'est-à-dire que Attends, mais c'est énorme. Alors, si vous avez... En fait, le rouble a fait mieux que le lingot d'or. Voilà. Que le cours de l'or, pardon. Mais vous savez pourquoi? Non, mais c'est dingue. Oui, mais pourquoi? Mais vous allez nous le dire. Je vais vous le dire. Dites-le. À mon avis, oui. à mon avis, la première chose, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de pays, pas la France et pas l'Europe, surtout pas, achètent des matières premières, des produits énergétiques à la Russie. Et maintenant, ils le payent en rouble. Ils le payent en rouble. Le rouble devient
une monnaie d'échange international. Ce qui fait évidemment monter la demande de roubles pour pouvoir acheter les matières premières. Mais surtout puis, que Madame Netan, j'arrive jamais à prononcer son nom. Je trouve que c'est une banquière, c'est la plus grande de tous les gouverneurs de banque centrale que je suis depuis toutes ces années. Madame Nabouliovokova, qu'elle me pardonne, hein, c'est la plus grande. La gouverneuse. La gouverneuse. Non. La gouvernante. La gouvernante. Mais non, mais ça ne dit pas la c'est la gouverneure, allez. Oui, la gouverneure. La gouverneure de la Banque centrale de Russie, elle a... Mais c'est incroyable ce qu'elle a fait. Oui. Mais elle a sauvé la Russie. Ah, oui. Non, mais c'est incroyable. Je veux dire, le rouble a pris... Je me souviens que le rouble était tombé après la guerre. Vous vous souvenez? Oui, on pouvait acheter un rouble pour 1 euro. On se retrouvait avec je ne sais pas combien de centaines ou de milliers de roubles. Voilà. C'est quand même intéressant ce phénomène d'appréciation. Le rouble a fait plus que l'or en un an. C'est énorme. Très intéressant. Et ça dit tout. Et ça dit tout. Ça dit beaucoup de choses. N'oubliez pas, c'est ce qu'on disait au début d'émission. La finance vous donne le futur. Oui. Voilà. Ouais. Et ça vous donne. La valeur des réserves d'or de la Russie a bondi, écoutez bien, 72%, soit 96 milliards de dollars, depuis le début de l'année 2022. Il n'y a pas que la demande en roubles, il y a aussi le stock d'or, le stock d'or russe. Oui, mais bien sûr, parce qu'elle n'a cessé d'acheter des lingots d'or, comme la Banque centrale de Turquie, et comme la Chine. Et alors vous avez vu cette chose, en cachette, cette chose incroyable, c'est que la Chine achetait massivement de l'or, et elle découvre un gisement d'or sur son territoire. Tiens, en fait, techniquement, Monsieur Bruno Le Maire, vous avez été le plus mauvais ministre de l'économie que la France ait jamais eu. Voilà. C'est aussi simple que ça. Oui. Et un autre lecteur, M. Josan, il nous dit les réserves d'or dépassent les réserves de devises de la Banque centrale turque. Ouais, évidemment. Ouais. Voilà. Donc, non, mais c'est quand même invraisemblable. Et alors, attends, Bruno Le Maire, parce que c'est la raison pour laquelle on ne comprend pas. Attends, il nous a fait ces déclarations, écoutez bien. Je propose d'unifier une partie de la dette publique européenne pour faire de l'euro une monnaie de référence mondiale. Mais il est fou, il est complètement à la ramasse. Attends, parce que vous pensez que vraiment que les Hollandais vont vouloir payer pour le déficit de la France? Vous pensez vraiment que les Slovènes ou même les Polonais, même les Allemands, attends, les Allemands, ils ont toujours l'ignette, hein. Rappelez-vous, la Wolfgang Schmidt, celui qui était en fauteuil roulant. Le ministre handicapé, là. Oui. Alors, ça date du 28 au 30 avril. Voilà les dernières idées de M. Bruno Le Maire. Oui. Mais il faut le mettre en prison. Bruno Le Maire, c'est pas possible. Il faut qu'il se taise. Il faut l'interner. Hein, il faut appeler le GIPN. D'ailleurs, je salue le groupement d'intervention de la police nationale qui m'a rendu une petite visite. Oui. C'est amusant. Bon, ils ont été très sages, ils n'ont rien touché. Oui. Hein, voilà. Mais ils ont été abusés. Hein, ils ont été abusés par un cabinet. Voilà. On en reviendra. On reviendra là-dessus. C'est une honte. Non, mais vous vous rendez compte que le gouvernement maintenant utilise la police à des fins d'intimidation des journalistes et des écrivains. Enfin, c'est quand même incroyable, quoi. Et je veux dire, ils ont débarqué au Jardin des Livres, aux éditions Jardin des Livres. Surtout parce que le prochain livre 2008, là, ça va. Bah oui. Hein, ça va décoiffer. Ça va. Bah oui. En plus, on est dans le domaine de Macron, c'est la banque. Ouais. Hein, ça va. Enfin, nous, on est déjà décoiffés. Hein. Donc, je salue le GIPN et je les remercie. Ils ont laissé tout, ils n'ont rien touché. Donc, tout à l'heure, c'est passé inaperçu, mais j'ai rappelé que la Chine, qui achetait massivement de l'or, vient de découvrir un gisement d'or sur son territoire. Oui, ils font régulièrement des annonces. Ouais, mais c'est quand même intéressant, ça, non? Oui, c'est intéressant. Parce que le stock d'or va encore augmenter, le renminbi va se valoriser. Mais leur véritable stock d'or, ils ne les donnent pas. Oui. Voilà. Et tiens, puisqu'on a juste encore, regardez, Société Générale. Voilà pourquoi il faut quitter la Société Générale. Écoutez bien. Parce que ça, j'ai vu les dégâts que ça causait, hein, notamment la Fortis à l'époque. Société Générale et la BPCE, donc ces deux banques, a priori, qui ne se connaissent pas, hein, vont sabrer leurs services informatiques. Oui. Gabriel Nedelec,
Donc c'est un journaliste des Échos. Vraiment, il est doué le garçon. Il a expliqué la semaine passée que la Société Générale, pour réaliser des économies colossales d'échelle, s'apprête à sabrer son département informatique, pourtant le plus stratégique au sein d'une banque aujourd'hui, et surtout le plus sensible d'une banque. Dans une démarche, écoutez bien la Novalangue de la société de M. Kroupa, dans une démarche d'efficacité accrue. C'est-à-dire, pour être encore plus efficace, on détruit le service informatique. C'est authentique, je vous assure. Regardez, ça date du 17 mars. Dans une démarche d'efficacité accrue, Société Générale prévoit de tailler dans ses dépenses informatiques qui représentent autour de 10% des revenus du secteur bancaire. Oui. Non mais... Voilà. Et après, qui s'étonne qu'il y ait des doubles prélèvements et que les trucs soient en panne. La caisse d'épargne hier était en panne. Nous approchons de la fin de cet entretien qui est loin d'avoir épuisé votre revue de presse. Si, Revolut. On a oublié Revolut. Alors, banque lituanienne, qui est partout. Non mais attends, Revolut, alors si vous voyez des trucs sur YouTube Revolut, ils les ont tous achetés. Ce sont des influenceurs. Oui, ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour vous vendre de la bip. Hein, je reste tout à fait convenable, n'est-ce pas? Oui, la banque lituanienne Revolut est sortie dans ma revue de presse plusieurs fois dans le cadre de divers scandales et non des moindres. Par exemple, le piratage de tous ses clients en 2022. Toutes vos données sont parties, en particulier par sa manie de demander des justificatifs pour les dépenses. Là, on a une photo. Donc, pour le montage, c'est le 10 mars. Et c'est à tous ceux qui ont ouvert un compte chez Revolut. Voilà. Donc, à chaque fois que vous faites une dépense avec votre carte Revolut, ils vous demandent pourquoi vous avez dépensé ça. C'est totalement... Non, et attends, c'est pas fini. Et notre lecteur Philippe nous dit... le compte de mon fils, c'est à zéro depuis qu'il avait réussi à être en... Attends, c'était quoi le truc et voilà, donc la communication entre les banques, alors, tu leur envoies un mail, on a la réponse 48 heures plus tard, voire 3 jours plus tard. Bon, bonjour les échanges de mails, ça peut prendre 3 ans. C'est un peu l'idée. Mais, voilà, c'est ça qu'il dit. Sachez qu'en cas de faillite de la Revolut, et je n'ai aucune confiance dans la Revolut, surtout dans ses placements, machin, etc. La protection n'est pas de 100 000 euros, c'est pas grand-chose en Europe, mais seulement 22 000. Ouf. Voilà, c'est-à-dire qu'ils seront à la même enseigne que la banque, que les clients de la banque Egg, en Irlande, Islande, voilà, qui ont été rasés de près, qui ont été tondus. Comme un autre. Non, mais c'est annonciateur, c'est marrant, c'est dans le nom. Sauf qu'en Islande, le gouvernement a réagi fortement. Oui. C'est le seul en Europe qui a... Alors, qu'est-ce que nous avons aussi... Sachez juste que Revolut paie des influenceurs pour les vendre et que ceux-ci fabriquent des vidéos bidons du genre voici mon avis après 4 ans d'usage, je compare N26 à Revolut ou Nickel vs N26. C'est un peu comme si on comparait 4, 5 différents modèles de poubelles à roulettes entre elles. Hein, c'est un peu l'idée. Voilà. Donc, chers lecteurs, je vous en supplie, n'allez pas dans ces banques pourries. Je veux dire, au pire des cas, allez dans une banque en ligne qui appartient à... si vous êtes vraiment... allez à la BNP ou Crédit Agricole ou même la SocGen, je crois qu'elle a une banque, en ligne. Mais, bon, enfin, évitez la SocGen. Voilà. Boursorama qui demande des comptes aussi. Boursorama. Les clients de Boursorama, ils ne sont pas contents. C'est là, d'ailleurs, Pierre, qu'on voit que le cash, la monnaie, l'argent liquide, est une liberté parce que l'usage ne vous en sera jamais demandé. Oui. Non mais c'est incroyable. Et alors pendant qu'on nous parle d'influenceurs, moi j'ai une info marrante parce qu'il y a la tricherie des médias français. Vous savez qu'il y a un truc qui s'appelle Médiamétrie. Alors ils donnent les scores. Par exemple, ils donnent le score. BFM TV, il y aurait 320 000 personnes devant. Ça c'est un article qui date du 30 mars. BFM, pardon. LCI, 194 000 spectateurs, grosso modo. Mais en fait, la réalité, c'est qu'en fait, il faut... Moi, je l'ai vu, Médiamétrie, parce que Médiamétrie faisait la même chose à un moment donné pour les sites Internet. Exact. Et je voyais qu'à un moment donné, que tout était... ça collait pas, quoi. Bref, il faut diviser par 2, ce qui fait que LCI a que 97 000, France Info, 31 000,
et que nous, nos revues de presse, on fait infiniment plus. Ah bah oui, et nous, nos spectateurs viennent nous voir. Le minimum, Voilà. le minimum. Alors que eux, c'est des écrans allumés dans les bars tabac et ainsi de suite. Voilà. Oui. C'est le mensonge. Mais bon, on n'est pas surpris. Oui, Et toujours avec les banques, juste pour vous dire que la caisse d'épargne va fermer encore plus d'agences. D'agence, oui, ça c'est... Mais nous, on l'a annoncé ici, vous avez tous été prévenus. Alors que les banques turques ouvrent des agences et installent des DAB à chaque coin de rue, en France, là, on ferme les agences. Et pourquoi ils les ferment? Parce que, en fait, les Français n'ont plus d'argent. Mais oui. Tout simplement. Oui. C'est pour ça qu'ils ferment. Oui. C'est la vraie raison. Oui, parce qu'en Turquie, ils ont les mêmes logiciels qu'en France. Je parle des logiciels bancaires, etc. Pourquoi? Parce que en Turquie, l'argent circule à toute vitesse, que les Turcs s'enrichissent malgré l'inflation qui a quand même sérieusement baissé, mais ils gagnent vraiment beaucoup d'argent. Et grâce à quoi les banques, toutes les agences sont pleines. Ben oui. En France, les Français se sont appauvris en l'espace de 17 ans depuis 2008. Oui. Et résultat des courses, ils ferment les agences. La même chose pour les Anglais. Alors, nous arrivons sans doute... Par exemple, BNP et Santander... Pardon, Santander. BNP, 500 agences, ils vont fermer. Voilà. Santander, combien ils ferment, eux? Ils vous diront que... Service de presse a annoncé un tiers de ces agences seront fermées d'ici 2030, ce qui veut dire qu'en fait, ça sera d'ici 2 ans, ça sera plié, quoi. Voilà. Oui, mais ils vous diront que c'est grâce au numérique. Voilà, et ça date du 24 mars, on a une capture écran. Parallèlement à la BNP, la banque espagnole Santander a décidé de fermer 95 agences de plus. Et, je veux dire, bientôt, il n'y aura pas d'agence. Je vous dis, tout sera sur le téléphone. Il n'y aura plus qu'une seule agence, une grosse agence de Paris, Lyon, Marseille, basta, Lille, éventuellement, et c'est tout. Souvenez-vous, dans les années 70, on déplorait que les boulangeries ferment et soient remplacées par des agences bancaires. Oui, absolument. Mais c'était le cas en 2000 aussi, en l'an 2000. Rappelez-vous, c'était le cas. Et maintenant, c'est le contraire. Mais en fait, parce que les Français s'appauvrissent. C'est aussi simple que ça. Ça a à voir... avant, c'était des voitures, des Renault 25, des machins, enfin, je ne sais plus quel était le modèle de luxe. Sûr, La Dacia, elle arrivait. La Dacia, c'était pour les pauvres, rappelez-vous. Bien sûr. Bon, ils se sont améliorés en qualité, il faut le reconnaître. Il n'y a pas photo. Mais maintenant, Dacia est le numéro 1 en France. Absolument. Voilà. Alors que moi, je me souviens d'une conférence de presse du PDG de Renault. Oui. J'y étais. C'était Carlos Ghosn. Il y avait Charles Gauthier aussi, à l'époque, qui était journaliste automobile. Et il disait que jamais les voitures Dacia ne seront vendues en France. Authentique, vous êtes sûr? On dirait une promesse politique. C'est une promesse politique. Alors, est-ce que nous avons pas éclusé l'abondance de votre revue de presse? Je renvoie nos téléspectateurs à NatOest, pareil. Quotidien.com. Quotidien. Voilà, regardez. Il y a et puis, les annonces la page de archive, vous allez tout retrouver mois par mois. Oui, on va voir, je vais avoir le plaisir de retrouver tous nos lecteurs, parce que là, j'ai un programme extrêmement chargé, donc alors j'espère vous retrouver à Angers. On sera ensemble. On sera ensemble, ça y est, c'est bon, c'est fait. J'ai demandé à mon éditeur de prendre contact avec le Centre Cultura, qui s'en occupe, et nous serons ensemble pour signer. Voilà, donc ça sera. On l'a fait il y a 7 ans, je crois, 7-8 ans. 4 ans. Non, pas possible. 4 ans, c'était il y a le Covid. À la veille du Covid. D'accord. Donc 5 ans. Ouais. Voilà. 5 ans. Alors je vais donner. Ça va être sympa. Si vous me permettez, Pierre, je vais donner une toute petite information qui n'est pas dans votre revue de presse, mais qui est très inquiétante. Oui. Pour notre pays. Pour la première fois depuis les années 30, vous voyez que ça fait quand même bientôt un siècle. Oui. Le taux de natalité est de 9,2 pour 1000 habitants, c'est rapporté aux habitants. Oui. Et le taux de mortalité est de 9,4 pour 1000. Autrement dit, pour la première fois, la mortalité est passée au-dessus de la natalité pour la première fois depuis 90 ans. Plus de 90 ans. C'est là un signe quand même très inquiétant. Très inquiétant. Les Français... Bill Gates, Davos ont gagné. Ils ont gagné leur truc. Ils ont empoisonné la totalité de la population, je vous rappelle. Attendez, on va pas revenir dessus, mais puisqu'on parle de Bill Gates... formidable. Non, mais ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Il a obtenu... Mais oui, mais... Les effets secondaires, mais c'est...
Attends, Mieux que ça. pour en faire une émission À lui tout seul. à elle, Oui, mais- à elle toute seule. Mais alors, vous nous signalez aussi qu'il vient d'inventer du beurre sans lait. Ça, c'est formidable, ça. Non, mais il est fou, il est devenu fou. Il C'est est fou. complètement fou allié. C'est quand même incroyable. Après l'eau filtrée venant directement des toilettes en Afrique, après la fausse viande qui donne une haleine de cheval, après les moustiques génétiquement modifiés, après les vaccins criminels, voici la dernière lubie de Monsieur Bill Gates. Quel enfoiré celui-là. Le beurre sans Il lait. a investi dans la start-up qui s'appelle Saveur. Faut oser, on savoir. La compagnie, donc italienne, hein, la compagnie qui affirme être capable de fabriquer du beurre, des glaces et bien sûr du lait, mais sans le lait de vache. Alors, donc, parce qu'on a une image, c'est du 3 mars. Alors, je lis ce que dit le Bill Gates. Enfin, pour créer les recettes sans animaux de demain, nous imaginons, innovons dès aujourd'hui, gna gna. On commence avec une source de carbone comme le dioxyde de carbone et utilisons un peu de chaleur et d'hydrogène pour former des chaînes qui sont ensuite mélangées à l'oxygène de l'air pour produire les graisses et huiles dont nous connaissons, aimons et savourons avec gourmandise. Moi, ça me rappelle un dessin de Sébastien Dieu où on voit un chimiste fou avec ses 2 fioles vous savez, qui verse des trucs puis ça lui explose à la figure. Oui, le beurre. Alors, il me semblait que la margarine, c'est fait avec quoi déjà? Il n'y a pas de lait dans la margarine, si? Non, mais ce sont des graisses végétales. C'est des graisses végétales, hein, c'est ça. Bon, ça reste- alors, on peut rappeler, plusieurs lecteurs me l'ont dit, Monsieur Bill Gates, le beurre sans, ça s'appelle margarine. Hein, on en a fait les frais. Ouais. Nos grands-parents ont connu ça pendant la guerre. C'est pire avec encore. les rutabaga, comment Non, c'est? rutabaga. 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 Ça, incroyable, rutabaga. C'est resté dans la psyché des Français, ça. Oui. Oh, c'est un gros navet, en fait. Oui, c'est Gros un navet, oui. Et ben alors, il y a les topinambours. On décerne le prix Rutabaga premier Monsieur à Bill Bill Gates. Fou furieux, mais complètement cinglé. Hein, voilà. Ouais. Et sans compte- Alors juste une chose, tiens, puisqu'on a parlé des médias, on a découvert justement récemment que Bruxelles, donc l'Union européenne, a payé tous les journalistes, Oui, ça. les chaînes de télé, etc., pour dire le plus grand bien de l'Union européenne avant les élections. Oui, ça, on l'avait dit. Ça, Nigel Farage me l'avait dit On à l'avait dit. l'époque, il y a 10 ans. de ça. Alors, Nigel Farage, d'ailleurs, qui vient de réaliser des scores tout à fait intéressants. Oui, tout à fait, mais moi en Grande-Bretagne. je lui ai dit qu'il allait qu'il allait devenir le futur Premier ministre anglais. Je lui ai dit ça lors d'un déjeuner ou un dîner à Bruxelles, justement, quand il était encore en poste là-bas. Eh bien, figurez-vous que je l'avais Il cartonne. reçu, Oui. moi-même, dans une interview sur Radio Courtoisie, il y a 25 ans. Ah ouais? Oui. Ah, génial. Oui. Bah, il faut retrouver cette interview oui, parce que c'est historique. Justement, le premier à avoir fait un papier quand il avait fait son fameux discours à Herman Van Rompuy, je l'appelle Van Fripouille, où il avait traité de serpillière humide. De serpillière humide. You are a wet rag. Voilà, you are a wet rag. You have the charisma of a damp rag and the appearance of a low-grade bank clerk. And the question that I want to ask, that we're all going to ask is, who are you? I'd never heard of you. No, who are you? Nobody knows you. Never ever heard of you. Never vote for you. Voilà. You are the look of a little bank clerk and you are a wet rag. Voilà, allez sur quotidien.com. Ce pauvre Van Rompuy, qui était comte belge, était... Vous ne savez plus où se mettre, on voit l'image. Attends, mais c'était un truandage. On voyait bien que... Il avait raison, Nigel Farage. C'était le premier acte de résistance. Allez sur quotidien.com, vous avez l'onglet reportage. Et voilà, vous allez retrouver le reportage sur Nigel Farage, le premier, parce que j'avais traduit son discours et ça a fait le tour du web francophone. Ça a été extraordinaire. Sauf qu'à la suite de cette intervention, il a eu 3 000 € d'amende. Ouais, c'est pas cher pour une serpillière humide, c'est un peu cher. C'est pas cher parce que le monde entier l'a vu, mais donc il a ridiculisé. Et Herman Van Fripouille était mort. Ce jour-là, son mandat était cuit. Voilà. Eh bien voilà, une conclusion. Alors je dis pour la route. Voilà, à nos lecteurs, à nos spectateurs, parce qu'ils me disent oui, mais monsieur Jovanovic, je peux faire de l'épargne, mais je peux pas acheter de l'or. Je comprends très bien, parce que le cours de l'or là, ça a explosé. Écoutez,
acheter des pièces d'argent. C'est pas compliqué. Je veux dire, en 2007, c'est même un 2008, bon calcul. oui, c'était à 6-7 euros. cher. C'était à 6-7 euros la pièce de 50 francs Hercule. Elle était à 6. Aujourd'hui, elle est à 30, 35 ou 40, je sais plus. Mais l'argent c'est reste... long terme. Oui. Acheter ça, c'est à long terme. 50 francs Hercule. Allez sur quotidien.com, vous avez toutes les infos. Il reste bon marché. Mais bien sûr, l'argent. Bon Attends, je crois que ça a battu même le record. Je crois qu'il y a un écart de je ne sais plus combien, 140 ou je sais pas combien. En général, l'écart, depuis plusieurs siècles même. Normalement, l'écart, c'est 14 points. Voilà, 14 points. 1,14. 1,14. Et là, l'écart est beaucoup plus fort, donc il faut acheter de l'argent. Je crois que c'est 80. Oui, il faut acheter de l'argent. Voilà, parce donc il faut est... acheter des pièces d'argent. Voilà, vous êtes tranquille. Voilà, et comment elle s'appelle, von der Leyen et Monsieur Alain Minc, qu'on salue, hein, Monsieur le plagiaire, hein, il pourra pas venir vous le chercher. Hein, voilà. Bah, rendez-vous à nos dédicaces et à Saumur, justement, prenez la liste. Sympa. Oui, c'est seulement en septembre, je crois. Hein. Mais après l'été. Mais vous voyez sur quotidien.com la liste des signatures de Pierre Jovanovic. Voilà, et on retrouvera Olivier à Saumur. Donc ça va être sympa. On avait eu déjà un très très bon accueil. Ah, mais on a été couvert de cadeaux. Vous savez, oui, les gens étaient de bonbons, de chocolat, de petites bouteilles. C'était sympa. Eh bien, à très bientôt, Pierre. Et merci à très bientôt, à vous chers tous. téléspectateurs. Merci pour votre fidélité. Appuyez sur la cloche, hein, parce qu'il paraît que c'est important. Abonnez-vous, machin. Et puis rendez-vous sur notre fil Twitter et tous les lundis sur quotidien.com. Merci à vous tous. Merci Olivier. Merci Pierre. À bientôt. Bonjour et bienvenue, voici notre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « L'Europe, c'est la paix et la démocratie ». Ouais, mais enfin une démocratie quand même bien étrange, où lors du scrutin de validation du mandat de chancelier de Friedrich Merz le 6 mai dernier, eh bien, le nouveau chancelier n'a pas réussi à obtenir la majorité. Il lui a manqué, allez, c'est vrai, une poignée de votes. Certains de ses supporters étaient peut-être à la buvette. Donc, lorsque le chancelier ne peut pas être élu dès le premier tour, un second a lieu dans les 14 jours suivants. Ça peut donc être au bout de 7 jours, au bout de 14. Eh bien non, là, cette fois-ci, ça a eu lieu au bout de 3 heures. Et oui, parce que désormais en Europe, quand le vote ne convient pas, on fait revoter. Et si, décidément, ce vote est contraire aux attentes des Européens, eh bien, on le fait tout simplement annuler. Alors, en Roumanie, le premier tour de la présidentielle vient de nouveau contrarier, contrecarrer les plans de Bruxelles. Après avoir fait annuler le premier tour de la façon la plus assumée qui soit, eh bien l'Europe a immédiatement introduit un recours contre ce nouveau premier tour qui ne donne pas la majorité aux candidats voulus, sponsorisés, aidés, peut-être financés. En tout cas, c'est une certitude. Le ministère de la Justice roumain est instrumentalisé pour faire annuler ce second premier tour. Voilà ce qu'est aujourd'hui la démocratie européenne. Mais l'Europe, heureusement, c'est également la paix. Alors, l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv a été bombardé et il s'en est suivi une opération de représailles israélienne
où le port de Sanaa, la capitale yéménite, a été anéanti, l'aéroport a été anéanti, autrement dit, je ne sais pas si on peut parler d'une riposte proportionnelle. Enfin, en tout cas, ça n'a soulevé aucune objection de la part des Européens. Et puis, bien, le 7 mai, voilà que l'Inde et le Pakistan entrent en conflit. Les agences de presse européennes ont mis énormément de temps à rendre compte des incidents, entre guillemets, alors qu'il s'agit de bombardements, de tirs de missiles. Les deux camps prétendent avoir abattu les avions du camp opposé. Autrement dit, les Pakistanais auraient détruit des Rafales, les Indiens auraient détruit des avions chinois, voire des anciens modèles d'avions américains. En fait, on ne sait pas vraiment quelle est la réalité des dégâts causés aux uns et aux autres. Mais en tout cas, l'Europe, elle n'appelle pas au calme, ni ne propose de solution, ni une médiation. Non, l'Europe était complètement muette, alors que ce sont quand même deux puissances nucléaires qui s'affrontent et qui ont les moyens de s'anéantir réciproquement. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit le ministre de la Défense pakistanais, si les Indiens nous attaquent, nous riposterons. Mais en fait, l'humanité cessera d'exister, car sans le Pakistan, l'humanité ne doit plus exister. Eh bien, on attend toujours là aussi une réponse européenne. Et puis, bien sûr, pour le conflit ukrainien, l'Europe continue de soutenir Zelensky. Bon, c'est vrai qu'on peut pas changer de discours et de position parce que la guerre semble perdue. Alors on essaie de faire croire que l'Ukraine peut gagner toute seule sans les Américains. Alors ça va être compliqué parce que sans le matériel et sans le renseignement américain, difficile d'organiser une défense solide et efficace. Mais manifestement, l'Europe a bel et bien l'intention que le conflit se poursuive, et le premier à le souhaiter, c'est le très anti-russe chancelier Friedrich Merz, dont on se demande d'ailleurs si l'absence de majorité au premier tour n'était pas liée au doute que son élection fait peser, ou plutôt le risque que cela fait peser sur la paix en Europe. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.